À son premier cours, mon prof de philo a dit un truc de merde. Nous allons étudier les 12 figures principales de la philosophie. Et puisqu'il n'y a pas de femmes dans le lot, les 5 dernières minutes de chaque séance seront consacrées à une femme qui s'est opposée au philosophe que l'on aura étudié pendant 2 heures. Super. Non seulement était-ce hyper asymétrique, mais surtout, ça plaçait automatiquement les philosophesses dans une position de chieuse. À son dernier cours, ce prof a cependant dit un truc génial. Vous devriez aller à Athènes. C'est le berceau principal de la philosophie. Du coup, je suis là. Et je cherche les femmes. À l'origine de ma quête, il y avait une question initiale. Pourquoi les philosophes sont-ils tous des hommes ? Autrement dit, où sont les femmes ? C'est vrai, si je repense à mes cours de philo, force est de constater que la quasi-exclusivité des penseurs étudiés étaient des hommes. Face à cette carence, l'ouvrage « Les femmes » de Platon et Derrida, de Françoise Collin, me fut fort utile. Dedans, on y apprend une chose fort déplaisante, l'exclusion des femmes en philosophie et tout bonnement, la condition de possibilité du discours philosophique lui-même. Je m'explique. Traditionnellement, on a tendance à penser les philosophes comme étant des figures neutres et abstraites, puisque leurs idées sont elles-mêmes censées être neutres et abstraites. En gros, on les pense en dehors de leur corps et en dehors de leur sexe. Or, traditionnellement, on a aussi tendance à penser les femmes bien dans leur corps et bien dans leur sexe. Ainsi, contrairement aux philosophes qui sont avant tout neutres, les femmes sont avant tout des êtres sexués. Elles ne sont donc pas philosophes. Et s'il n'y a que des hommes en philosophie, alors on peut dire que la discipline n'est pas genrée. Si la discipline n'est pas genrée, alors on peut dire qu'elle est universelle. Et l'universalité, il se trouve que c'est la prétention historique première de la philosophie. Bref, ce que nous dit Collin, c'est que sans l'écartement des femmes de la philosophie, cette discipline telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existerait tout simplement pas. Le pire, c'est que cette exclusion est faite exprès. Dans La lucidité des philosophes, Geneviève Fraisse montre que la misogynie de la philosophie n'est pas le résultat d'un sexisme sourd et intériorisé et de long terme, mais plutôt celui d'un choix conscient et actuel de ne pas penser la différence des sexes. Pourquoi ? Parce que cela remettrait totalement en question les fondements de la pensée philosophique depuis l'Antiquité grecque. Et oui, laisser une place aux femmes en philosophie, c'est déplacer les hommes de la leur, soit replacer les hommes dans leur corps et dans leur sexe. Donc, à accepter que la neutralité philosophique est une énorme hypocrisie. Il serait temps d'assumer que les philosophes se situent eux aussi dans une expérience structurée par la domination. Et attention, le fait d'écrire en tant que femme ne doit pas être compris au sens biologique. Comme le disaient des écrivaines féministes, nous ne trempons pas notre plume dans nos vagins. Plutôt, nous la trempons dans notre position sociale bien spécifique qui fait qu'inévitablement, la philosophie est située. Bon, mais moi, je ne suis pas venue à Athènes pour rien, et je les ai trouvées, les femmes. Saviez-vous que les plus grands philosophes de l'histoire tirent une grande partie de leur savoir d'une femme ? Je vous présente Aspasie, philosophesse et rhétoricienne, enseignante de gens comme Cicéron, Périclès, Socrate, célébrée par des gens comme Plutarque, Xénophon, Platon, et inconnue de gens comme... nous. La meuf a été supprimée de l'histoire de la philosophie. D'abord, mettons-nous d'accord sur l'importance de son assise. Je cite, « Périclès, dit-on, s'inspirait des discours d'Aspasie pour prononcer ses propres discours en public. Il avait pour elle un grand respect, tant pour ses talents oratoires que pour son esprit. » Je continue. Socrate la tenait en haute estime. Elle lui aurait enseigné la justice et la raison. Bon bref, Aspasie était extrêmement intelligente et éduquée, à tel point qu'elle créa son propre salon pour cultiver l'élite intellectuelle de la Grèce antique. Et aujourd'hui, personne ne le sait. Dans un article, l'autrice Thierry Carlson explicite les différentes techniques par lesquelles les académiciens passent pour amoindrir l'influence des femmes dans la sphère intellectuelle. On peut notamment citer l'humour. Ici, ce sont les poètes comiques qui ont pris un malin plaisir à dénigrer Aspasie dans leurs textes. Pour n'en citer qu'un, prenons Aristophane, qui a tout bonnement traité le salon d'Aspasie de lieu de prostitution, et c'est comme ça, en un claquement de doigts, qu'elle fut retenue comme maîtresse de Périclès, au lieu d'être reconnue comme maîtresse de Socrate. Vous remarquerez la perversion, la culture est tellement misogyne qu'un mot qui est censé signifier institutrice possède des connotations sexistes et sexuelles.
Tout ça pour dire que c'est notre responsabilité de sauver la philosophie en plaçant des noms comme celui d'Aspasie à côté de ceux de Socrate et Platon dans nos manuels de lycée. Je ne vois pas pourquoi le contrat social de Rousseau, qui confine les femmes à l'espace privé sous prétexte que leur charme troublerait l'ordre public, nous est rabâché littéralement 5 fois par an, alors que le simple prénom d'Aspasie ne nous a jamais été évoqué. Abonnez-vous à la chaîne d'Elsa Debreu. N'hésitez pas à verser de l'argent dans le compte en banque d'Elsa également. On partage nos livres en commentaire.